Tout à l'heure, on a une conférence plutôt scientifique. Là, c'est une conférence mystère. C'est impressionnant. Peter, notre prochain conférencier, il travaille pour Telekom. Et il était à l'heure. C'est incroyable. Le technicien n'est pas seulement informé, mais il est là à l'heure aussi. Et en plus, il est informé, donc il va aussi vous transmettre des informations. Peut-être qu'il va me dire aujourd'hui pourquoi j'ai seulement la connexion Edge. Il m'a dit de prendre un contrat avec son entreprise. Mais en fait, on va parler de ce qu'on ne voit pas dans notre téléphone. Normalement, là, on voit 2 bars, 3 bars, la 4G. On se pose la question de ce qui se passe. Et Peter Schmidt va nous expliquer ce qu'on ne voit pas. Parce que la magie derrière, il y a beaucoup plus que ce qu'on voit. Oui, merci pour l'introduction et l'invitation aussi. Ma présentation parle de la connexion mobile et en particulier de la transmission aérienne. Et là, encore une fois, de la partie physique et la transmission uplink, donc du téléphone vers la station de base. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans ce domaine-là. J'ai tout vu à part le réseau A. J'étais trop jeune à l'époque. Donc les réseaux C, D, 4G, j'ai tout vu et tout ce qui était entre... et pendant ma carrière, j'ai quand même vu que le uplink est plutôt impressionnant. Donc on va regarder ce que c'est. Au final, ça désigne le chemin entre le terminal mobile et la station de base. Le contraire, c'est downlink, donc de la station de base vers le terminal mobile. Donc on voit 5 bars, 4 bars, 3 bars au moins. C'est déjà pas mal comme indicateur. Si je vois des bars, ça veut dire que ma station de base est déjà pas trop loin de moi. C'est déjà pas mal. Par contre, le terminal mobile doit aussi parler avec la station de base. Et ça, on l'appelle uplink. Dans nos bandes de fréquences dont on dispose ici en Europe, en Allemagne, les 2 bandes sont séparées. La station envoie sur les fréquences un peu plus élevées. Là, c'est dans le GSM-R, 900 MHz à peu près. C'est là les stations de base, c'est là que les stations de base envoient. Et là, dans la bande de fréquences un peu plus basse, qui sont aussi appelées uplink et downlink pour que ça soit plus pratique, c'est là que se trouve le terminal mobile. Donc quand on parle d'un canal, on a des canaux correspondants. Dans LTE, il y a encore d'autres numéros parce que uplink et downlink sont variables selon la fréquence. C'est pas aussi fixe que dans le GSM 900. Le canal 1 était clairement désigné, le premier canal Vodafone, et en même temps le premier canal uplink également, donc rouge pour Vodafone dans ce cas. Bien sûr, on a encore quelques fréquences additionnelles. On peut télécharger ça à l'Agence fédérale des réseaux. Il n'y a pas encore les fréquences qui seront vendues aux enchères l'année prochaine pour la 5G. Là, c'est tout ce qui est disponible en ce moment pour les enchères qui se sont passées dans les années dernières. Il y a pas mal de fréquences, donc de 700 MHz, 800 MHz. Donc ça, c'est des fréquences 4G traditionnelles quand on a commencé à faire de la 4G. 900 MHz, c'est les bandes classiques pour le GSM. Ensuite, la bande 32, 1,5 GHz. Il n'y a pas de uplink dans cette bande, seulement un downlink. Ça a un certain sens parce que
pas juste pour embêter les utilisateurs et les fournisseurs d'accès, mais parce qu'il faut aussi se rendre compte que il ne s'agit pas seulement de téléphoner ou d'envoyer des données, mais est aussi un récepteur GPS et autre chose. Donc si je suis dans la bande de fréquence de 1,5 GHz pour envoyer, ça enverrait des interférences vers le signal, vers le capteur GPS. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de uplink et le terminal n'envoie pas sur ces fréquences-là. Cette bande n'est seulement utilisable avec carrier aggregation. Donc on peut ajouter cette bande-là si on a déjà un autre canal pour augmenter les bandes passantes. 1800 MHz, 1,8 GHz utilisé pour la 3G, 2,4 et 3,5 GHz, c'est des bandes 3G également. Ceux qui s'intéressent peuvent télécharger ça à l'agence fédérale. Donc là, on a un petit problème. La symétrie uplink et downlink. Le service mobile n'est pas un broadcast. On ne fait pas de la télé. Ils peuvent envoyer à 5 ou 10 kilowatts. C'est pas trop grave. Nous, on doit faire attention à ne pas envoyer plus de puissance que le terminal mobile puisse envoyer. Il fait peut-être 1 watt, mais pas plus. Donc, on a une asymétrie. La station de base, là je vais prendre l'exemple du GSM. On peut facilement calculer avec ces canaux-là. Ils envoient avec 10 watts. Bon, il y a encore le gain de l'antenne après. Et puis finalement, la sensibilité de réception, c'est à peu près moins 100 décibels. Mais il ne peut pas envoyer avec 10 watts. Niveau capacité de la batterie, ça irait pas. Parce que donc ça envoie, le terminal envoie avec peut-être 1 watt et je dois compenser pour qu'il y ait une symétrie. On fait ça avec une plus grande sensibilité des récepteurs de la station de base. Je vais vous montrer encore une fois cette slide, mais je vais vous reparler de ce que c'est décibels et décibels M. Je ne pense pas que tout le monde puisse connaisse ça. On aime bien parler de dB et dBm, parce qu'on ne parle pas seulement de puissance tangible, mais aussi avec des puissances extrêmement petites. Donc, il y a des signaux vraiment très très petits. Et quand je parle de femtowatt ou attowatt, personne ne pourrait vraiment se rendre compte des dimensions desquelles on parle. Donc, on aime bien parler de dBm. Le M signifie qu'on se base sur la puissance d'un milliwatt. 1 milliwatt est égal à 0 dBm. 10 fois 1 milliwatt, c'est 10 dBm. Et donc, le nombre dans les dBm, c'est les zéros. C'est une échelle logarithmique. Donc là, 40, c'est 10 000 fois, 50, 100 000 fois, etc. Et la même chose pour les nombres négatifs. Donc, 1 10 millième, 1 100 millième, etc., etc. dBm décrit une puissance qui chauffe quelque chose. Si on met 200 watts sur une résistance, on remarque que ça chauffe. Si je fais la même chose avec un femtowatt, il va chauffer un tout petit peu, mais pas énormément. C'est quand même une puissance. dB, c'est quelque chose de relatif. Donc si je construis un amplificateur qui augmente de 3 dB, donc il amplifie de 1 watt à 2 watts ou de 10 watts à 20 watts s'il peut. Et dans le négatif, c'est la même chose. Si j'atténue, il atténue de la moitié. Puis on a encore des sauts un peu plus grands, moins 50 dB ou moins 100 dB. On va s'en servir encore une fois plus tard quand on regarde ce réseau de communication mobile.
Donc, on a la station de base qui a 10 watts en sortie de boîte. On a le câble, on rajoute l'antenne, le gain de l'antenne. Et on a une puissance effectivement émise de 56 dBm. Taschenlampenbirne nimmt, ja, mit 0,6 Watt und bündelt den Strahl dann genau auf jemanden und der schaut sich den Strahl an, dann wird das ziemlich hell. Das ist ein Vergleichswert. Also, mais à garder en tête que ce n'est qu'une valeur de comparaison. Il n'y a pas vraiment 400 watts qui en sortent, mais ça ressemble pour le téléphone 400 watts. Il y a effectivement que 10 watts ou moins qui sortent de l'antenne. Maximal. Das sehen, wenn man es ausrechnet. Donc 56 dBm, c'est ce qu'on arrive sur le réseau GSM. Etwa 30 Kilometer, da schlägt die Laufzeit zu. Und das Endgerät. Si on mesure ça sur une centaine de kilomètres, on n'aurait pas de connexion. À partir de 30 km, on aurait vraiment de la latence. Ensuite, en calculant l'émission du téléphone, qui n'envoie qu'avec à peu près 1/10 de puissance de la station de base, et donc la station de base le reçoit. Sur la station de base, on a plus d'électricité, on peut construire un récepteur plus efficace. Dans le téléphone, ça doit être le plus petit possible. Dans la station de base, on a plus d'énergie et on peut construire des choses un peu meilleures. En plus, depuis le GSM, on a 2 antennes sur la station de base. Et avec ces 2 antennes, on peut faire des calculs additionnels pour avoir une meilleure réception dans l'ensemble. Da gibt es letztendlich so ganz vom Groben her 2 Möglichkeiten. Donc très schématiquement, dans le post-processing, on peut décider de recevoir sur l'une ou l'autre antenne, suivant l'antenne sur laquelle on a une meilleure réception de ce que envoie le téléphone. L'avantage de ce genre de post-processing, c'est que s'il y a une antenne qui a des problèmes de réception ou qui a des bruits importants sur l'antenne, on peut complètement couper l'antenne. Le problème, c'est que la sensibilité totale n'est pas très bonne. On peut aussi, en post-processing, ajouter les signaux reçus sur les 2 antennes, ce qui augmente la sensibilité totale de réception. Mais si on a sur une des antennes du bruit, ça dérange la réception totale. L'uplink a encore d'autres petits problèmes et de trucs et astuces. Le downlink est relativement facile à gérer parce que la station de base peut dire au téléphone « Salut téléphone, j'ai des informations pour toi ». Le téléphone lui dit « Oui, je suis là ». Et la station de base envoie juste les données au téléphone. Et ça peut tout se passer en même temps, ce n'est pas bien grave. Sur le uplink, on a le problème que le téléphone voudrait envoyer des données. La station de base doit regarder qu'est-ce que j'ai comme ressources de disponibles et doit communiquer au téléphone les ressources disponibles. Et utilise, s'il te plaît, ces ressources. Donc les ressources, ça serait, tu as cette plage de fréquence pendant ce temps, avec ces intervalles et ainsi de suite.
Si le téléphone a finalement fini plus tôt ou a plus de données à envoyer et ainsi de suite, il faut renégocier. Et ensuite, le téléphone peut envoyer ses données. Donc c'est en somme plus complexe que le downlink. Alors revenons-en à ce qui peut produire du bruit dans la station de base. Voilà différents types d'antennes. Donc les deux antennes de gauche, c'est ce qui a été fait précédemment mais qui n'est plus utilisé actuellement, avec plusieurs secteurs, plusieurs antennes, mais on ne les trouve plus vraiment actuellement. Actuellement, on utilise des antennes directionnelles qui sont directionnelles. Dans chaque boîtier, il y a minimum 2 antennes qui sont spécialisées sur différentes fréquences et qui sont polarisées en croix, orthogonalement. Donc on fait de la diversification par la polarisation. Voilà à quoi ressemble une antenne de l'intérieur. On la connaît d'habitude qu'avec un boîtier, mais dans l'antenne, il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de câbles, beaucoup d'éléments d'antenne. Ça, c'est une antenne dual band. Dieser Kasten hier, die soll ja nicht nur das Funkfeld ausleuchten, sondern ich möchte die als Netzbetreiber in Zukunft dann vielleicht auch lastabhängig absenken. Das wäre so wie vorstellbar wie im Auto, wenn ich den... Avec des changeurs de phase pour que je puisse, en tant qu'opérateur réseau, dans l'avenir, continuer à utiliser ces antennes. Also geht es schlechter. Jetzt ist Licht natürlich von der Frequenz erheblich höher und ist viel besser fokussierbar. Un court exemple avec des phares de voiture. Donc voilà à quoi ressemble une antenne de l'intérieur. Plein de choses à l'intérieur. Les antennes modernes ont beaucoup de connectiques avec différentes plages de fréquences que l'antenne peut utiliser. Et ces antennes sont complexes parce qu'on essaye d'en accrocher le moins possible, mais avec le plus de fréquences possible à disposition. Ensuite, si je regarde les cellules qui sont disponibles, ce qui m'intéresse depuis le téléphone, c'est la cellule du downlink. C'est ce qu'on voit avec les barres sur son téléphone. S'il y a des barres, c'est déjà pas mal. Sagen dann auch, liebes Endgerät, wenn der Pegel unter einen gewissen Wert fällt. Les cellules disent aussi au téléphone, si tu tombes sous ces différentes valeurs de gain, sors s'il te plaît de la cellule, ça ne sert plus à rien qu'on parle ensemble. Et il y a différentes valeurs suivant si on est en réseau GSM, de 3G ou 4G. Dann hört das Endgerät halt auf oder sagt, die Zelle ist hier zu Ende, wenn es den Broadcast-Channel eben nicht mehr dekodieren kann. So, und dazu passen muss natürlich jetzt auch die Zellgrenze von dem Uplink. Et Die darf nicht kleiner sein. donc ensuite, on a Versorgung da in diesem Bereich mit dem Telefon. la cellule montante en uplink, mais il faut qu'elle ait la même taille que la cellule en downlink. Si elle est plus petite que la cellule downlink, la cellule downlink ne me sert à rien parce que je ne serai pas capable depuis le téléphone de répondre à l'antenne. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bruit haute fréquence dans les antennes, en particulier en ville. Une antenne va, par exemple, faire du réseau pour tout un quartier. Et il peut y avoir beaucoup de sources de bruit
dans ces quartiers. Ablenkung schon kleiner sein. Was dann passiert, ja, wenn ich einen Call aufbauen möchte. Donc ce qu'il se passe quand j'essaye de faire un appel, donc un appel qui part du téléphone, le téléphone va dire à la station de base « J'aimerais faire un appel, j'aurais besoin de ressources ». Mais si jamais la connexion ne peut pas être mise en relation, parce que la station de base, par exemple, est brouillée, le téléphone va essayer encore quelques fois avec cette station de base, mais si jamais ça ne fonctionne pas, il va essayer avec une autre antenne, avec une autre cellule. Le client ne s'en rend pas vraiment compte, à part que ça dure éventuellement un petit peu plus longtemps de mettre en relation l'appel. Donc, pour les appels sortant du téléphone, il y a des moyens de changer d'antenne ou de cellule. Par contre, si c'est un appel entrant sur le téléphone, le réseau va essayer de trouver le téléphone et de prévenir le téléphone qu'il y a un appel entrant. Et donc, le téléphone va recevoir cet appel et va essayer de faire un uplink à la station de base et essayer de dire à la station de base « Je suis capable de prendre l'appel ». Mais si l'uplink est dérangé, s'il y a trop d'interférences et de bruit, la station de base ne va pas recevoir la réponse et la station de base va penser que le téléphone n'est pas accessible et l'appel ne peut pas être mis en relation. Donc il y a différentes choses qu'on peut proposer aux clients. Pour les appels sortants, on peut dire au client va plus près de la fenêtre ou monte sur la montagne ou des choses comme ça. Mais pour les appels entrants, c'est beaucoup plus difficile de proposer des solutions parce que le client ne sait pas forcément qu'il a loupé un appel, étant donné qu'il n'y a rien qui se passe sur le téléphone. Des antennes défectueuses peuvent aussi avoir différents problèmes. Par exemple, que la cellule uplink et la cellule downlink soient un peu décalées, ce qui fait qu'il y a des endroits dans lesquels le téléphone serait capable de recevoir un appel, mais pas de prévenir la station de base en uplink qu'il est capable de prendre l'appel, ou dans l'autre sens, de ne pas pouvoir faire d'appel sortant. Donc les interférences qui existent sur l'uplink, on va différencier entre des interférences externes, donc des interférences qui viennent de l'environnement contre lesquelles, en tant qu'opérateur réseau, je ne peux rien faire contre, et des interférences qui viendraient de la station de base, qui sont donc internes au réseau. Je vais commencer avec les interférences externes. Comment est-ce que l'opérateur réseau peut reconnaître ces interférences externes? C'est relativement difficile à trouver. En particulier parce qu'on a déjà des clients sur les antennes et ainsi de suite. Mais on a différentes statistiques qu'on peut utiliser pour trouver ce genre de choses. Par exemple, s'il y a une grosse différence entre des puissances d'émission. Donc de grosses différences dans les puissances d'émission ou de réception. Et différents tests de performance. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup d'appels qui ne peuvent pas être mis en relation? C'est difficile
à mettre en œuvre et c'est très difficile à automatiser. Mais on n'a pas vraiment d'autre choix parce que ce sont à peu près les seules choses qui sont à notre disposition pour trouver des interférences externes. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a trouvé une interférence externe? Donc, il y a le service au sol qui va être dispatché et qui va essayer de trouver la source de l'interférence, par exemple avec des analyseurs de spectre. On peut aussi éventuellement prévenir l'Agence fédérale des réseaux qui devrait s'occuper de ce genre de choses, et ainsi de suite. Donc des sources d'interférences externes, ça serait par exemple des réseaux Wi-Fi ou des appareils DECT, donc des téléphones sans fil cassés, et ainsi de suite. Es gibt einige Systemtechnikhersteller, die so eine Art Spektrogramm haben, wo ich mit dem OMT, also direkt an der Station, oder kann ich auch remote-mäßig machen. Donc on analyse les fréquences sur site. Mittelempfangswert von der A- und der B-Antenne, also die weiße Antenne, die hat ja irgendwas. Et donc là on sait que l'antenne A a quelque chose, l'antenne A sur la courbe blanche, qui a des puissance de réception beaucoup plus grande que l'antenne B en vert. Là, par exemple, on a des écouteurs sans fil sur la bande 800 MHz qui nous fait de l'interférence. Donc, une fois sur place à la station de base, il y a des ports de test en général, et où on peut brancher un analyseur de spectre, donc pour analyser le défaut. Si on n'a pas de port de test, on peut emmener un filtre, on peut se mettre entre l'antenne et la station de base et ainsi de suite, c'est un peu plus compliqué. Des fois, ça met aussi facilement 3 jours à trouver une source d'interférence là-haut sur l'antenne. C'est pas toujours très marrant non plus. Il y a aussi une autre solution pour trouver des interférences haute fréquence. Et c'est de se mettre sur la fibre optique. Sur la fibre optique, ce n'est pas des données digitales qui passent, mais une représentation du signal haute fréquence de l'antenne. Et si je me mets sur la fibre, avec un splitter optique, donc sur la fibre qui va de haut en bas, je peux aussi regarder un peu ce qui se passe sur l'antenne. Je ne vois bien sûr que dans ce cas-là, les informations sur l'antenne et sur la bande de fréquence que l'antenne est capable de recevoir. C'est ce qui est le plus facile à faire parce que là on a juste besoin de se mettre un splitter optique en plus. Et c'est relativement simple à mettre en œuvre. Donc ici un exemple d'une interférence sur du GSM 900. Donc ce qu'on voit, c'est un historique. Donc en bleu, il y a relativement peu de bruit, mais dans le jaune et dans le vert, c'est qu'il y a un bruit très important. Une analyse avec sans ce genre de diagramme est actuellement très difficile. Donc, on fait des analyses sur le temps. Et ce qu'il y avait dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a utilisé un babyphone avec de la vidéo, qui était normalement prévu pour le marché américain, et
qui a des puissances d'émission aussi qui suffisent pour facilement passer 30 km. Quand on a trouvé le client qui avait cet appareil, pour les convaincre d'éteindre l'appareil, c'est aussi de leur dire n'importe qui a un autre appareil pareil peut voir ce qui se passe sur vos caméras. Ce qu'il y a aussi, c'est des antennes TNT en 3G. Et suivant comment le soleil tape sur l'antenne 3G, qui va interférer avec le GSM ou non. Ensuite, on a des stations de base DECT qui sont un peu dérangées. Par exemple, avec des stations de base DECT qui ne sont utilisées que plus que pour charger le téléphone. Et si la station de base n'est plus utilisée que pour charger, la station de base ne sait pas trop quoi faire. Essaye de trouver un réseau DECT auquel se connecter et va vraiment envoyer relativement souvent, toutes les 0,1 millisecondes, un burst. Et donc si on trouve quelque chose comme ça, on sait exactement que c'est une station DECT. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à l'antenne ou la station de base. On sait qu'on a juste besoin de trouver un appareil DECT. Et enfin, ce qui est un peu plus difficile à trouver, ce sont des points d'accès Wi-Fi sur lesquels quelqu'un a changé le pays pour lequel c'est configuré. Et c'est un peu plus difficile à trouver parce qu'on n'a que des impulsions au FDM. C'est un peu plus difficile à trouver, mais on voit ça avec les marches dans le diagramme temporel. Et si on a une pulsation tous les 50 ou 100 millisecondes, on peut être à peu près sûr que c'est du Wi-Fi. Ce qui est aussi relativement fréquent, ce sont des amplificateurs d'antennes terrestres qu'on a oubliés. Et celles-là sont relativement faciles à trouver aussi. Aber die gibt es relativ häufig. Ja, die Leute sind immer ganz verwundert, wenn ich dann sage, da oben. Et elles sont relativement facilement oubliées. Et quand on va voir les gens et qu'on leur dit vous avez encore un amplificateur d'antenne, les gens sont toujours très étonnés. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un amplificateur d'antenne là-haut. Et la dernière chose qu'on a déjà eue, c'est des écouteurs sans fil pour une télé. In LTE gehend. Also der Funkteilnehmer merkt davon selber nichts und die andere Seite. Et c'est tellement large sur la bande de fréquence que la qualité de transmission en LTE n'était pas très bonne. Et dernière chose, des caméras sans fil. Der guckt da genau auf diese Kameras drauf. Qui, avec une liaison directe sur l'antenne, va aussi vraiment avoir beaucoup de spectre et de puissance utilisée. Et ensuite, on avait aussi un sous-contracteur qui avait posé une antenne de test juste à côté d'une antenne productive, et ça a complètement dérangé aussi l'antenne. Ensuite, on a aussi des répéteurs sans licence ou non autorisés. La législation en Allemagne est un peu spéciale. Par exemple, il faut aussi avoir une licence pour avoir des répéteurs
de réseau GSM. Mais le problème, c'est que ces répéteurs ont beaucoup de bruit et font beaucoup d'interférences. Et en théorie, il faudrait avoir de la licence, et il faudrait normalement avoir une licence pour pouvoir utiliser ça en Allemagne. Il y en a des bons et des mauvais. Les mauvais, ça serait ceux qu'on trouve sur eBay. Les choses éventuellement un peu meilleures, ce seraient des choses qui sont posées par des professionnels, comme par exemple ici. Mais ce n'était pas licencié non plus. Il n'y avait pas non plus de licence pour. On peut se dire, avec un répéteur passif, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on pourrait se dire. J'avais construit ça pour m'amuser, pour avoir un peu de réception dans ma cave. Mais au final, il fallait que je sois un maître de l'antenne passive dans la cave pour avoir de la réception. Auch ein übles Thema sind ce qui est aussi très embêtant, ce sont des jammers, des choses qui bloquent donc les téléphones mobiles à un certain endroit. En théorie, ça ne devrait brouiller que les canaux descendants pour empêcher les téléphones de pouvoir recevoir les informations de l'antenne de base et penser qu'elles ne sont pas dans le réseau. Le problème, c'est que ces choses sont généralement pas très chères et pas très précis, mais avec une bonne puissance. Et ça peut arriver aussi que ça brouille la direction montante, l'uplink, et ce n'est généralement pas quelque chose de bon pour les gens qui utilisent ce genre de choses, parce que ça coûte minimum 1 500 € de frais d'avocat et pour l'Agence fédérale des réseaux qui sont mises en relation. Je conseillerais de ne pas utiliser ce genre de choses, surtout s'il y a du public qui vient à ces endroits-là. Si on utilise ça dans une cave qui est relativement bien isolée, on peut faire ce qu'on veut. Alors, la recherche des interférences, comment est-ce que je vais les trouver? Quand je me rends compte du fait qu'il y a quelqu'un qui dérange mon signal, il faudrait que je me fasse une idée de où se trouve mon interférence pour avoir une idée un peu plus précise. Du coup, je me balade avec une antenne omnidirectionnelle qui reçoit pas seulement les signaux horizontaux, mais aussi des étages un peu plus hautes. Et seulement quand j'ai trouvé l'interférence avec cette petite antenne, là je commence avec une antenne directionnelle et je cherche où exactement se trouve cette interférence. L'agence fédérale a des outils un peu plus sophistiqués que moi, mais ça marche avec ça aussi. Pour l'utilisateur lambda, les analysateurs de spectre sont assez chers. Donc là, avec une puce RTL, on peut construire un analyseur de spectre. Au niveau sensibilité, bon, c'est pas trop bien, mais ça fonctionne. Mais seulement entre 60 MHz et 1,7 GHz. Parce que ce genre de puces sont construites pour ça. Frédéric hier a montré une présentation sur SDR. Donc, pour l'ordinateur, il y a des appareils un peu plus grands. Ça s'appelle SDR Sharp ou AirSpy. Ou d'autres outils
que vous voyez là sur cette diapositive. Elles peuvent même envoyer parfois. J'ai encore le sujet de l'intermodulation passive. Ça fait 25 ans que je travaille avec ça. Donc c'est une perturbation qui n'est pas externe, mais qui est au sein de l'antenne, et ça dépend de la puissance de l'antenne. Cette intermodulation passive vient du fait qu'on travaille quasiment exclusivement avec des antennes partagées. Dans le downlink, on va avec une puissance assez élevée sur l'antenne. Avec le même câble, on reçoit des signaux de retour uplink très très faibles. Donc ces signaux peuvent être 150 dB plus faibles que le signal de downlink. Donc là, c'est un nombre avec 15 chiffres significatifs. Donc s'il y a le moindre truc sur l'antenne qui se crée, par exemple des fiches qui commencent à agir, ça peut conduire à des signaux dérangeants sur notre spectre. Donc là, c'est des mélanges. On peut les calculer, c'est des fréquences discrètes. Et tout ce qu'on voit là comme bruit assez large, c'est comme un effet coronaire. Bon, il me manque un peu l'explication physique derrière tout ça. Le mélange, on peut l'expliquer assez facilement. Donc, il nous faut une résistance non linéaire, une couche d'oxyde. Par exemple, ça marche très bien. Ça dépend fortement de la fonction de transmission de la tension. Et du coup, il se crée des fréquences harmoniques. On peut les calculer, un produit mélangé. Il y a deux fréquences de base, 1 et 2. Et du coup, les harmoniques qui peuvent créer un produit de modulation. Et elles peuvent même se recouvrir les unes les autres. Et si notre signal 4G est large de 20 MHz, nos fréquences sont également à 20 MHz. J'ai mesuré un très bel exemple où il se trouve sur la même antenne une bande de uplink et de broadcast et de transmission. Là, j'ai les harmonies 3e, 5e, 7e, etc. jusqu'à 15e. Là, on voit très très bien. C'est quasiment académique comme exemple pour une intermodulation passive. Pour les signaux larges, les intermodulations deviennent de plus en plus larges, on peut quasiment plus les distinguer. Le deuxième effet, c'est l'effet coronaire. Là, j'observe que ce bruit arrive surtout quand j'ai des bords assez tranchants dans mon antenne, qu'il y a des morceaux de cuivre ou de la mousse dans mes fiches. Et là, visiblement, il y a une certaine ionisation qui se crée. Donc, c'est quand des électrons quittent un atome et y retournent. Ce qui m'étonne parce que, généralement, la fréquence qui est émise dans cette ionisation, c'est pas 900 MHz, mais je sais pas. Si quelqu'un sait ce que c'est, peut prendre contact avec moi pour m'expliquer le phénomène derrière. Donc, ça peut ressembler à ça. On a des augmentations de bruit quand c'est de la 4G. Cette antenne va quasiment plus rien recevoir. Sur plusieurs bandes de fréquences, il y a aussi de l'intermodulation. Par exemple, si je prends la bande de télécom et je regarde où sont les intermodulations à 900 MHz. Ouais, sur une antenne où il y a plusieurs fournisseurs dessus, là,
on a des fréquences tout en bas et tout en haut qui peuvent se mélanger. Donc Télécom et Vodafone, ils se prennent les interférences modulaires de troisième ordre. Enfin, du coup, je ne suis pas très fan des antennes partagées parce que elles peuvent se déranger les unes les autres. Là, j'ai encore quelque chose pour vous pour regarder les interférences sur la symétrie upload-download sur votre smartphone. Je l'ai fait pour 3 services différents, pour le GSM, la 3G et la 4G. Donc d'abord, il faut que je crée un appel bien défini dans un truc de données. La puissance augmenterait. Il me faut une belle connexion. Le mieux, c'est un appel vocal. Et lorsque j'ai établi l'appel dans le GSM, je peux regarder dans les logs d'Android, je peux voir le niveau de l'appel. Et si je fais une relation entre les deux, je vois est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Donc il y a encore quelques paramètres du fournisseur derrière, mais il y a une corrélation en général. Le moins bon mon niveau de réception est bon, le plus le terminal doit envoyer fort pour être entendu sur le retour. La même chose fonctionne aussi pour la 3G. Là, on regarde la valeur CPI-CH. C'est le réseau pilote qui donne la force de champ de la cellule. Et là, ça corrèle, il y a une corrélation 1 à 1. Ça, c'est typique pour la 3G. On ne peut pas trop manipuler dessus en tant que fournisseur. Et pour la 4G, j'ai encore le signal de référence. On part de la base qu'on peut mesurer un signal de référence. Le signal de référence pour la 4G, c'est à peu près 50 dBm. Mais il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Si j'ai ce niveau de référence et que je le combine avec ma puissance de transmission, je peux à peu près voir si le récepteur de cette station LTE fonctionne à peu près après cette fonction. Voilà. Du coup, voilà ma présentation pour le uplink avec les problèmes et les perturbations et quelques outils, quelques pistes pour vous pour regarder. Je vous remercie d'avoir écouté et du coup, il reste quelques temps pour les questions. Jo, vielen Dank, Peter. Gibt es denn Fragen? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux avoir de la lumière, s'il vous plaît? Allez, microphone 1. D'accord, j'ai compris comment... qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais pour, pour donner un rapport? Donc si tu appelles le support, généralement, ils vont d'abord penser à d'autres problèmes, comme par exemple la carte SIM cassée ou le téléphone cassé. Mais si on leur donne assez d'informations, ils vont faire passer l'information aux techniciens. Microphone 8, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai bien compris que le réseau dit au téléphone à partir de quand la qualité n'est plus suffisante et que le téléphone doit quitter la cellule? Presque. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la cellule dit que si tu reçois mon signal jusqu'à, par exemple, moins 106 dBm, tu peux rester dans la cellule. Si tu es à moins 107 dBm, tu sors de la cellule. C'est quelque chose qui est relativement typique. C'est des valeurs qui sont relativement typiques tout au niveau de l'Europe. Est-ce que du coup, ça signifie que c'est le réseau qui décide
Combien de barres sont affichées sur le téléphone? Non, non. Les barres sur le téléphone sont calculées à partir de la valeur ASU. Et après, c'est les constructeurs de téléphones qui décident ce qui va être affiché. Même avec 5 barres, il peut y avoir une connexion relativement difficile. Auparavant, on avait des émetteurs qui envoyaient aussi facilement jusqu'à 50 watts. Et il fallait faire attention que les téléphones ne restent pas dans la cellule jusqu'au bout des 50 watts, parce que sinon, ils n'étaient plus capables de renvoyer jusqu'à la station de base, parce que ça pouvait aussi avoir la conséquence que le téléphone montrait 2 barres et après, tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Question de Internet. Est-ce que on peut détecter les capteurs IMSI? Moi, je n'en ai pas encore trouvé. Schemmer, die von den Behörden für Sicherheit aufgestellt wurden, schon. Ja. Les brouilleurs? Ah. Donc des brouilleurs qui ont été mis en place par les services secrets ou des choses comme ça, oui, mais les IMSI catchers, on ne peut pas vraiment les voir ni les trouver. Quel genre de privilège tu as pour neutraliser des perturbations? Donc moi, en tant qu'employé d'un opérateur téléphonique, je n'ai aucun privilège. Je peux sonner chez les gens et leur dire je pense que vous avez un problème chez vous, est-ce que je pourrais regarder? Et si les gens me laissent rentrer, c'est bon. S'ils ne me laissent pas rentrer, ben, je ne peux rien faire. La plupart du temps, les gens sont aussi relativement amicaux et se laissent expliquer les problèmes qu'il y a avec leurs appareils, surtout qu'ils ne savent en général pas ce qu'il y a comme problème avec leurs appareils. Si jamais je ne peux pas entrer ou s'il y a des problèmes, au pire avec la police criminelle. Comment est-ce que ça se passe avec des antennes construites nous-mêmes? Donc là, avec le Wi-Fi, on se trouve quand même près des réseaux mobiles. Est-ce qu'il y a des perturbations? Alors, je n'ai pas encore eu de problème avec des antennes fabriquées à la maison. Et surtout parce que on se trouve dans des puissances d'émission qui sont relativement faibles. Et généralement, les brouillages sont faits par des appareils qui sont mal configurés, pas par des antennes qui sont mal configurées. On a vu des images de 8 à 12 antennes. Peut-être qu'il y en a 3 ou 4 à l'intérieur. Ce que j'ai pas compris toute ma vie, combien de connexions actives on peut faire avec ça? Est-ce qu'il y a une antenne qui est utilisée plusieurs fois ou comment est-ce qu'il faut imaginer tout ça? Parce qu'il y a des milliers de personnes dans cette antenne. Alors combien de connexions je peux avoir avec une antenne? Donc une bonne cellule 4G peut avoir jusqu'à 100 connexions actives et presque une infinité de connexions passives. Si on n'a pas de connexion, on est quasiment juste une petite donnée dans l'antenne. So, 105 MHz, 120 Calls kann man sich dann ausrechnen. Wenn ich eine LTE-Zelle mit 20 MHz hätte, sind es ein paar mehr. So ungefähr die Größenordnung. Da wir allerdings High-Quality Voice machen, dann brauchen wir... Donc en 4G, on pourrait faire par exemple jusqu'à 100 connexions simultanées. Mais comme on fait par exemple de la donnée de la voix haute qualité, on a besoin d'un peu plus de bande passante, ça fait un peu moins de connexions en même temps. Mais comme c'est adaptatif, s'il y a beaucoup de connexions téléphoniques qui ont été mises en relation en même temps, on peut aussi baisser un peu la qualité. Mais les connexions téléphoniques, c'est pas ce qui est intéressant actuellement, c'est surtout de la donnée qui est faite actuellement. J'aimerais bien poser une question sur la radio de la police, parce qu'eux aussi ils ont des soucis de temps en temps. Du côté technique, est-ce que la police a plus de puissance en envoyant?
Donc est-ce que le brouillage pose les mêmes problèmes? Donc la réponse, même si j'augmente la puissance d'émission de la station de base, ça ne règle qu'un côté du problème. Mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec le réseau de la police. Mais il ne nous dérange pas trop. Est-ce que dans les réseaux mobiles, il y a le problème sticky grain? C'est le problème qu'on reste dans une cellule alors que le signal est relativement faible. Oui, ça arrive un petit peu en 4G et qu'il reste dans une cellule 800 MHz alors qu'il y a une meilleure cellule disponible. C'est quelque chose que les opérateurs téléphoniques peuvent influer un petit peu avec les différentes configurations du réseau. Est-ce qu'il y a déjà des mécanismes? Donc il y a des mécanismes qui sont même spécifiés dans la 3GPP. Mais les constructeurs téléphoniques construisent aussi des fois les téléphones que pour des réseaux data, les téléphones restent collés un petit peu en 800 MHz et ainsi de suite. Mais ça a besoin d'un peu plus d'infrastructure. Merci pour montrer ton travail. Là, on m'a dit jusqu'à aujourd'hui que vu que la technique se développe de plus en plus à cause de la complexité, que le service à l'extérieur est plutôt économisé et que Huawei et Ericsson travaillent directement sur les cellules et pas des gens comme toi. Qu'est-ce que t'en dis? Donc le service au sol, ce qu'on fait vu d'en haut, c'est changer juste des groupes complets. C'est un peu dommage. La télécom actuellement ne le fait pas et ne va pas le faire. Donc on peut réagir un peu plus souplement à ce genre de problème. C'est pour nous quelque chose de positif parce que nous, on peut se concentrer un peu sur ce genre de problème. En changer complètement la station de base, ce n'est pas forcément résolu. À quelle vitesse l'agence fédérale réagit à un brouilleur de téléphone? Donc la réponse typique du technicien, ça dépend. Si personne ne nous prévient qu'il y a une erreur et qu'on n'arrive pas à mesurer l'erreur dans une antenne, il n'y a rien qui se passe. Mais s'il y a des clients qui nous appellent et qui nous disent hier ça marchait encore mais aujourd'hui ça marche plus et qu'il y en a plusieurs qui nous appellent, on peut déjà penser qu'il y a quelque chose comme ça et aller sur place regarder. Dans ton expérience, à quel point d'autres technologies qui travaillent à haute fréquence mais qui ne devraient pas transmettre ont été des perturbations? Donc, je pense à des câbles de coax ou powerline. Alors les réseaux coax nous font beaucoup de beaucoup de problèmes. Par exemple, Kabel Deutschland qui met des signaux de fréquence sur leurs câbles pour des réseaux de données. Et on commence à voir ça un petit peu sur les antennes. Les problèmes sont en général si les réseaux n'ont pas été mis en place correctement et qu'il y a des interférences qui se créent parce que ça n'a pas été installé correctement. Par exemple, des maisons mitoyennes à Francfort qui
faisait une grosse antenne sur le réseau 800-900 MHz. Merci beaucoup pour ta présentation. Applaudissements. Ja, danke euch. Merci.